Monsieur de la Boulay repose la question d'ériger un monument pour témoigner les liens qui unissent les deux nations, les États-Unis et la France. Il évoqua le souvenir de combats aux aspirations communes, la communauté d'efforts et d'émotions entre deux nations. Il dit que quand deux cœurs ont battu à l'unisson, quelque chose en reste toujours autant parmi les nations que parmi les hommes de France. Et si c'était une excellente idée d'ériger une statue aux États-Unis, une statue à l'incarnation d'un idéal contraire aux valeurs de l'Empire, la statue de la liberté. Pour célébrer la liberté dont vous jouissez, pour rappeler à la France... Je cite ces mots pour montrer comment l'idée est née et comment ses racines sont plus profondes que la simple ambition d'un artiste. Entre les États-Unis et la France. C'était un projet bien trop subversif pour l'empereur. Mais les temps sont susceptibles de changer. Bartholdi n'était pas encore prêt pour se lancer dans un tel projet. Il avait d'autres ambitions. En 1867, Paris accueille la plus grande exposition universelle jamais organisée. Des milliers de visiteurs viennent admirer les exhibitions et les pavillons à la gloire du progrès scientifique, industriel et artistique de la France sous le Second Empire. Bartholdi vient d'achever une sculpture qu'il compte exposer dans le lieu le plus populaire de l'exposition universelle, le parc égyptien conçu par un des pionniers de l'archéologie, Auguste Mariette. Bartholdi a choisi un sujet incontournable, Champollion, le père de l'égyptologie. En écho à ces édifices de l'Égypte ancienne, Bartholdi rêve d'un monument pour l'Égypte moderne. Mais à quoi pourrait-il ressembler ? Il devra être à l'échelle du projet pharaonique du canal de Suez, tout en reflétant l'authenticité de ses habitants. Sa stratégie s'avère payante. Mariette place la statue de Champollion entre le temple d'Edfou, à la gloire de l'Égypte ancienne, et le pavillon de Suez, qui célèbre l'Égypte moderne, et comme Bartholdi l'avait espéré, sa statue est remarquée par l'homme responsable de la transformation de l'Égypte, Ferdinand de Lesseps, le promoteur visionnaire du canal de Suez. Le canal de Suez, c'est la grande œuvre de l'époque. C'est comme aller sur la Lune, un canal qui va relier les mers, dont la construction a pris des années, qui a nécessité l'emploi de machines à vapeur les plus perfectionnées de l'époque. Et Ferdinand de Lesseps, qui est le promoteur du canal, une gloire incroyable, va devenir le grand Français, le grand homme de l'époque, tout simplement parce qu'il a réussi des choses dont on rêvait dans l'humanité. Mais ce projet de phare dans le canal de Suez ne fut jamais retenu. Et c'est à partir de là que Bartholdi se pencha sur la construction de la Statue de la Liberté. Oh, Bartholdi. Il veut mettre la lumière dans la coiffe. Elle est bien mieux la torche à la main, non? Écoutez, Bartholdi, nous sommes dans un siècle de mouvement. L'ère de la machine à vapeur. Je ne pense pas qu'il veuille investir dans le marbre. Et puis, si c'est une femme, il les préfère comme ça. Ne vous en faites pas, mon ami, les goûts changent. Je suis sûr que votre phare trouvera sa place quelque part. Je vous donne ma parole que nous nous reverrons bientôt. D'un commun accord, il est convenu que les Français seraient responsables de la conception et de la construction de la statue, puis de son assemblage, une fois les pièces arrivées sur le sol américain, et que les États-Unis se chargeront de la construction du socle. Cependant, des problèmes financiers surviendront. En France, la campagne de promotion pour la statue débute à l'automne 1875. C'est le comité de l'Union franco-américaine pour lever des fonds fondé
en 1875 par Édouard de La Boulée, qui se charge d'organiser la collecte des fonds pour la construction de la statue. Tous les moyens de l'époque seront utilisés à cette fin. Articles de presse, spectacles, banquets, loteries, coupe papier à l'effigie de la statue, plusieurs villes françaises participèrent aux souscriptions. Le conseil municipal de Paris, des conseils généraux, des chambres de commerce, mais aussi des milliers de particuliers firent des dons. Parallèlement, aux États-Unis, des spectacles de théâtre, des expositions d'art, des ventes aux enchères, ainsi que des combats de boxe professionnels sont organisés pour recueillir de l'argent nécessaire à la construction du socle. Bartholdi adopte pour sa statue une structure interne recouverte de feuilles de cuivre repoussées, technique qu'il a découverte sur la statue de Charles Borromée en Italie. Premier exemple de l'utilisation de cuivre repoussé sur une structure solide. Cette structure lui est proposée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui mourra en 1879. Bartholdi engage un nouvel ingénieur en la personne de Gustave Eiffel, qui le convainc d'adopter la technique du mur rideau avec un pylône métallique massif. Ce pylône qui soutient la statue ainsi que le squelette secondaire interne qui permet à la peau, entre guillemets, en cuivre de la statue de tenir d'elle-même en position verticale et d'osciller de 8 cm par vent de 80 km par heure. Les 300 feuilles de cuivre d'1 mètre sur 3 sont fabriquées à la main dans les ateliers de la fonderie Gadget Gauthier et compagnie en 1878. 64 tonnes de feuilles de cuivre sont offertes par un donateur, un grand industriel, permettant au chantier de démarrer. Les travaux de précision sont ensuite confiés par Gustave Eiffel à Maurice Coiling, l'un de ses proches avec qui il travaillera sur la tour Eiffel. Le pylône métallique servant d'armature et de support aux plaques de cuivre est construit dans les ateliers Eiffel. La maison Gadget Gauthier et compagnie lance parallèlement la fabrication des plaques de cuivre. Elle loue un terrain de 3000 m² juste à côté de ses ateliers. Des formes en bois y servent à marteler des feuilles de cuivre de 2,5 mm d'épaisseur. Celles-ci sont ensuite fixées sur le squelette de fer et boulonnées, les unes aux autres. De nombreux aléas retarderont la construction et l'assemblage. Manque d'ouvriers et d'artisans, charpentiers, ferronniers, plâtriers, dû au financement incomplet. Seules 9 des 300 feuilles de cuivre sont achevées à la date du centenaire de l'indépendance, le 4 juillet 1876, et le plâtre de la main droite, celle qui porte le flambeau, se brise en mars 1876. Une fois terminée, elle est envoyée la même année à l'exposition du centenaire de Philadelphie. Les visiteurs peuvent monter sur une échelle qui mène au balcon situé autour de la torche, moyennant 50 cents. Des photographies, des affiches et des maquettes de la statue sont vendues pendant l'exposition afin de financer la suite des travaux. C'est ensuite la réalisation de la tête présentée en 1878 à l'exposition universelle de Paris, dans les jardins du Champ de Mars. Puis, la haute statue émerge peu à peu des toits de la plaine Monceau et de la rue de Chazelles sur le terrain acquis pour l'occasion. Elle devient l'une des promenades favorites des Parisiens. Devenue le plus haut monument de Paris, elle se visite moyennant un droit d'entrée. Des miniatures de la statue portant sur le socle le nom de Gadget sont vendues pour financer le projet. Selon la légende, c'est de là que viendrait le mot gadget. L'ensemble terminé, la statue est démontée pour être transportée en 350 pièces par bateau, remontée en 4 mois.
Elle est inaugurée à New York en octobre 1886 avec 10 ans de retard sur la date prévue.